Bonjour Gérard Lepuy. Bonjour. La COP23 se tient à Bonn, en Allemagne fédérale, depuis lundi dernier et ça dure jusqu'à la semaine prochaine. Quel est l'enjeu de ces réunions internationales? Alors, c'est une réunion qui a lieu maintenant tous les ans avec comme thème principal la lutte contre le réchauffement climatique, mais avec des préconisations différentes d'une année à l'autre. Cette année, par exemple, ça se tient sous la présidence des îles Fidji, mais les îles Fidji sont trop petites pour organiser la COP et donc ça se tient en Allemagne. Mais ça se tient dans un contexte où on vient de voir des catastrophes naturelles en cascade. On a eu les cyclones aux Caraïbes, on a eu des typhons en Asie, on a eu de gros incendies au Portugal et en Californie, et donc on voit là tous les signes du réchauffement climatique et, plus grave encore, des petites îles justement comme les Fidji risquent de disparaître dans quelques années ou de devenir invivables si ça continue comme ça, avec en plus le niveau de la mer qui ne cesse de monter. Alors le problème, c'est que maintenant on perd la confiance en toutes ces réunions internationales. Celle qui était tenue à Paris COP21, apparemment les promesses, les objectifs ne seront pas tenus. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a choisi d'avoir des objectifs ambitieux en chiffres, c'est-à-dire contenir le réchauffement climatique sous plus 2 degrés d'ici la fin du siècle en cours, mais en ne prenant pas de mesures pour tenir cet engagement. C'est-à-dire que comme chaque pays peut avancer à son rythme, on sait par exemple que la Chine promet d'inverser ses émissions en 2030. Les États-Unis, deuxième pollueur mondial, se sont retirés de la conférence et un grand pays comme l'Inde continue de polluer à tel point qu'il a fallu cette semaine, par exemple, fermer les écoles à New Delhi tellement il y avait de pollution dans la capitale indienne. Donc on voit bien que fixer des objectifs est une chose, mais prendre les mesures pour atteindre ces objectifs en est une autre, et là je crois que pour l'instant, eh bien, on n'a pas de résultat, et les scientifiques s'en inquiètent en disant que si on continue comme ça, c'est pas 2 degrés de plus qu'on va avoir à la fin du siècle, mais 3 degrés ou 3,5 ou 4 degrés. Et donc on imagine les conditions de vie pour nos petits-enfants à la fin du siècle en cours, si on a cette augmentation des températures, ce sera catastrophique. Quel est l'obstacle? C'est les finances, c'est l'argent qui manque ou c'est la politique et la volonté d'appliquer les conclusions? C'est la conception qu'on a de la conduite de l'économie, à mon avis, parce qu'on reste sur une économie mondialisée, libérale, avec une grosse consommation de matières premières, avec des destructions d'usines ici pour aller produire ailleurs, et donc tout cela crée évidemment beaucoup d'émissions de CO2, et au lieu donc de les réduire, on continue de les augmenter, et donc tant qu'on n'aura pas une autre conception de l'économie, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et je veux dire à ce propos, par exemple, les préconisations de la COP21, on ne va en discuter que l'année prochaine en Pologne à l'occasion de la COP24. On aura encore perdu une année de plus. Et qu'est-ce qui sortira de cette réunion? Ça reste encore à déterminer, donc il y a de quoi être inquiet, effectivement. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour un pays comme la France pour réduire ces émissions CO2 que tu viens de parler? En France, il y a 4 gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Le plus gros émetteur, c'est le transport sur route. Et tout cela parce qu'on a organisé le pays de telle sorte que les emplois sont dans les grandes agglomérations, et comme les loyers sont trop chers, eh bien les gens vont habiter à 40 km alentour, ce qui fait que autour de Paris, autour de Bordeaux, autour de Toulouse, autour de Lyon, autour de Lille, autour de Marseille, il y a des gros bouchons 2 fois par jour et beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a cet aspect. Un autre aspect, c'est l'isolation des bâtiments. Il faudrait aider les HLM, aider les ménages
à isoler leur habitation de manière à moins consommer de gaz ou de fioul pour le chauffage, par exemple. L'agriculture, si on avait une agriculture pratiquant l'agroécologie, c'est-à-dire des pratiques agronomiques qui font appel à peu d'engrais parce qu'on fait travailler la nature de manière intelligente, eh bien là aussi on pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Si au lieu d'essayer de produire toujours plus de lait ou de viande pour l'exportation, on choisissait d'en produire moins et de produire avec ce que nous avons chez nous, au lieu d'importer du soja d'Amérique du Sud, en pratiquant la déforestation, comme on a pu le voir hier soir à la télévision lors de Cash Investigation, eh bien, là aussi, on pourrait faire de sorte qu'on émette beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, et puis, comment dire, il y a la production électrique, et de ce point de vue, par exemple, ce qu'a dit Nicolas Hulot hier, en disant qu'il n'est pas possible de fermer autant de centrales nucléaires et de ramener la production électrique du nucléaire à 50% de notre mix énergétique d'ici 2025, eh bien, c'est un début de prise de conscience que, effectivement, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, sortir du nucléaire, sauf à relancer des centrales au charbon, au fioul et au gaz, ce que l'Allemagne est en train de faire. Et si on faisait pareil en France, ce serait encore pire, parce que l'Allemagne, elle avait au maximum 30% d'énergie nucléaire, tandis que nous, on a encore plus de 70%. Donc, la question, c'est de bien gérer les centrales nucléaires avec beaucoup de vigilance et le plus de sûreté possible, plutôt que de se précipiter pour les fermer, parce que les fermer, en plus de polluer davantage, eh bien, ça doublerait peut-être ou ça triplerait le prix de l'électricité pour les ménages. Ou en même temps, songer à bien développer l'énergie remplaçante. Oui, bien sûr, oui, mais ça ne peut faire que progressivement. Progressivement, d'accord. Et nous, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose? On peut. Alors, les gens n'aiment pas trop qu'on parle de ça, mais je pense, par exemple, que dans les pays développés comme la France, on mange aujourd'hui trop de viande. On pourrait manger moins de viande, ça contribuerait à rejeter moins d'émissions de gaz à effet de serre à travers les élevages. On pourrait aussi faire nos achats de manière plus sobre en achetant moins d'emballages et de choses comme ça. Donc il y a des choses à faire au quotidien chez soi. Ceux qui ont un jardin, par exemple, cultiver son jardin permet de se nourrir partiellement et donc là aussi de réduire les importations qui viennent des pays lointains comme le Maroc, par exemple, pour les tomates et des choses comme ça. Donc il y a des choses à faire et chacun peut prendre sa part, mais on voit bien que globalement, ce qui manque quand même, c'est des grandes décisions politiques au niveau planétaire, et là, on a de quoi être inquiet. Merci beaucoup, Gérard Lepuy. Donc, je rappelle le dernier livre que vous avez publié, Devant l'urgence climatique, bousculons les politiques, aux éditions du Croquant. Et plus que jamais, on a besoin de les bousculer.